Mes amis, je retrouve Édouard Husson, il va nous dire où il est pour une interview en horaire décalé. C'est pour ça que vous voyez des décors un peu baroques. Tu es où, Édouard? Je suis à San Salvador. C'est La cap- où? C'est la capitale du Salvador, en Amérique centrale. Alors, il fait quel temps là-bas? Il est quelle heure à l'heure où tu nous parles? Alors, il est 1 heure du matin et c'est un pays au climat assez tropical. Il fait 27-28 degrés, quoi. Bon, donc tu nous fais rêver puisque nous sommes dans la grisaille hivernale. Voilà. Mais pour moi, le retour va être dur, effectivement. Ah ben, attends, tu vois, moi, il est tôt, je finis ma tasse de café. Est-ce que c'est Voilà. dur? Alors, du coup, je vais te laisser dormir puisque il est tard pour toi. Dis-nous tes sentiments d'États-Unis et de victoire de Trump, puisque tu étais là-bas pour nous et tu as couvert les événements en live. On a pu Oui. te retrouver sur le fil Telegram du courrier, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas encore sur ce fil. C'est quoi tes sentiments sur la victoire éclatante de Trump aux élections? Euh, le premier sentiment, c'est que il faut d'abord se détacher des deux candidats et regarder les chiffres qu'ils ont faits. Euh, Kamala Harris a fait, on a les chiffres qui se stabilisent là, euh, 69 millions de voix, c'est-à-dire le même score qu'Obama en 2008. Donc c'est un bon score. Euh, Elle a retrouvé ce qu'Obama avait été capable de faire et Obama, c'est avant Trump le grand bouleverseur, je trouve pas le mot, mais celui qui fait changer la politique américaine, qui remobilise une partie de la société américaine, alors qu'il faut se rappeler qu'avant, la participation était à 50%. Avec Obama, elle remonte au-dessus de 60%. Donc, Kamala Harris n'a pas fait une mauvaise campagne, quels que soient les défauts qu'on lui trouve aujourd'hui. Elle a mobilisé le plein de l'électorat démocrate. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en face, on a un candidat qui a mobilisé plus, qui a mobilisé 5 millions d'électeurs de plus. Et donc aujourd'hui, on a une Amérique républicaine qui représente 5 millions d'électeurs de plus que l'Amérique démocrate. Et moi, je pense que déjà, si on regarde ça avec un peu de recul, ça permet de sortir du boulgui-boulga des médias européens, français, oh là là, Trump, c'est horrible, comme c'est triste, Kamala. Non, il y a une réalité qui est une réalité sociologique. Et ça, moi, je l'ai senti très, très fortement en y étant, c'est-à-dire que la seule chose qui importait aux gens à qui je parlais, y compris des démocrates d'ailleurs, c'était que ça soit tranché et que ça soit tranché vite. C'est-à-dire éviter le flottement qu'il y a eu en 2020 avec Voilà, cette incertitude et ces recomptages interminables de bulletins, voilà. on se souvient. Et on se rend pas compte, on se rend pas compte que les Américains vivent aussi de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'être la démocratie modèle pour le monde. Et donc l'idée que ça puisse à nouveau se passer comme en 2020, avec pendant des mois et des mois, enfin des semaines, oui, mais pratiquement 3 mois, des contestations, euh, pour eux, c'était pas acceptable. Et maintenant que le résultat est net, alors il y a très clairement eu une surprise, y compris chez les républicains, qui ne s'attendaient pas à ce que Trump gagne aussi nettement, même s'ils l'espéraient. Et maintenant que le résultat était net, je pense qu'il y a une espèce de stabilisation de l'opinion publique. Alors, on a cherché où il y avait des protestations, il y a des antifas à Seattle, il y a eu une ou deux manifestations à Chicago, etc. Mais enfin, il n'y a rien, c'est pas du tout la vague de révolte antifasciste dont rêvaient certains journalistes, je ne sais pas, du Nouvel Observateur ou je ne sais de quel média favori de chez nous. De Libé, en tout cas. Ouais. Et concrètement, toi qui était sur place et qui a parlé à des républicains sur place, c'était quoi l'ambiance générale chez les républicains et leur perception de la grande victoire de Trump?
Alors là, beaucoup de satisfaction parce que là aussi, il ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée, mais la victoire en grands électeurs, en nombre de voix au niveau national, la victoire au Sénat et la victoire à la Chambre des représentants, ils sont tous d'accord pour dire ça va donner à Trump la possibilité d'aller vite et d'imposer un certain nombre de mesures. Ça ne sera pas comme en 2016 où il avait par exemple perdu le vote national c'était pas ridicule, hein, c'est 3 millions de voix. Hein, donc Hillary Clinton avec 3 millions de voix d'avance. Là, ils disent non, au moins c'est net. Et puis, il va avoir la Chambre des représentants et le Sénat de son côté. Et donc, il n'aura aucune opposition, aucune entrave. Alors, j'entends bien le discours, là encore, des médias européens disant oh là là, c'est horrible, regardez le fascisme, etc. Non, pour les Américains, la démocratie va pouvoir fonctionner à nouveau. C'est ça, en fait. Moi, ce que j'ai senti très fortement aux États-Unis, c'était la peur que la démocratie ne fonctionne plus. Et finalement, si Trump est accepté au-delà de son cercle de fans habituel, c'est parce qu'on dit il a permis que la démocratie redémarre. Voilà. Alors c'est paradoxal parce que c'est pas du tout ce qu'on entend comme discours dans les médias mainstream. Est-ce qu'on sait déjà les grands éléments de politique qu'il va poser dès le mois de janvier, puisqu'on dit qu'en gros, dès son accession au pouvoir, dès le jour 1, comme j'ai lu dans un certain nombre de commentaires, il y aura telle et telle et telle décision. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il compte faire comme acte fondateur? Alors, il a publié hier une vidéo qui a frappé les esprits, dans laquelle il explique comment il va nettoyer l'État profond. Et dans laquelle il dit qu'il y a donc il y aura un certain nombre de commissions qui seront mises en place, il y aura éventuellement des procès qui seront faits, il y aura un certain nombre d'enquêtes internes à l'administration qui seront menées. Il explique aussi, ça peut faire sourire. Enfin, disons que en France, ça serait vu comme être limogé, hein, selon la belle expression. Mais il explique qu'il y a des administrations qu'il va faire bouger de Washington. Et il dit clairement, et si les gens de Washington ne veulent pas y aller, eh ben j'aurai de bons Américains patriotes pour les peupler dans l'État du Colorado, je ne sais où. Donc, il est possible qu'il aille effectivement vite, d'autant plus que on sait tous maintenant que Biden est à la ramasse, il est plus capable de gouverner. Kamala Harris, elle n'a jamais été vraiment instituée comme la remplaçante de Biden. Elle était vice-présidente, elle n'a jamais été faite présidente, même pour quelques mois. Et donc, alors, il y a beaucoup de spéculations. Que va-t-il faire pour l'Ukraine? Que va-t-il faire pour le Proche-Orient? On parle d'un coup de téléphone avec Zelensky où Elon Musk se serait trouvé, etc. Il y a des tas de gens qui parlent à la place de Trump, mais il est certain. Alors, il y a un élément fondamental, je crois qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est qu'il est réélu à 78 ans. Et donc, il va être obligé de ménager ses forces, même si visiblement il a une résistance physique hors du commun, puisqu'il a fait plusieurs centaines de meetings pendant cette campagne et il a l'air encore en bonne forme. Mais malgré tout, on peut comprendre. Toute chose égale par ailleurs, c'est un peu comme lorsque le général de Gaulle revient en 58 et a le sentiment d'avoir perdu du temps. Alors, de Gaulle avait 68 ans, mais il avait le sentiment que le temps jouait contre lui. Et là, en plus, Trump, il y a 10 ans de plus, il a 78 ans, et il sait qu'il n'a que 4 ans. Moi, je suppose qu'un de ces grands, un de ces grands fils directeurs, ça va être de mettre en selle son vice-président, J.D. Vance, pour pouvoir lui succéder. Et c'est vrai que quand on est démocrate, on peut se dire, ouh là là, on va peut-être se payer maintenant 12 ans de républicanisme, parce que imaginons que J.D. Vance succède à Trump, un Trump qui aurait réussi son deuxième mandat, et un président qui est nouvellement élu, jeune comme Vance, qui peut faire 2 mandats. Bon, ne spéculons pas, mais disons que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est une victoire nette, avec la possibilité que les républicains soient au pouvoir pour un long moment.
Est-ce qu'on a une idée, tu citais Zelensky, est-ce qu'on a une idée des arbitrages ou de l'action que Trump va avoir vis-à-vis de l'Ukraine? Alors moi, je vois beaucoup de spéculations. La seule chose qui me semble solide, c'est que Poutine, jeudi, s'est exprimé en disant qu'il avait du respect pour Trump, surtout après l'attentat, où on avait pu voir ses qualités de courage. Bon. Pour moi, c'est le seul truc vraiment solide parce qu'ensuite, en fait, rien n'a transpiré de l'entretien téléphonique que Zelensky a eu avec Trump. Alors, cet entretien a bien eu lieu. Il était dans le cadre d'une félicitation au président élu, mais en fait, on n'en sait pas plus, à part le fait qu'Elon Musk aurait été là et aurait dit vous allez garder Starlink. Bon, mais ça n'engage pas à grand-chose. Est-ce qu'on a une idée des arbitrages qu'il va rendre en Israël, enfin, vis-à-vis d'Israël dans le conflit du Proche-Orient? Alors là, on en sait encore moins. On pense que Marco Rubio va être le secrétaire d'État. Alors Marco Rubio, c'est un républicain dur. C'est quelqu'un qui était à l'origine, par exemple, de l'expulsion de la Russie du système SWIFT. Donc ça serait pas un tendre, hein. Mais là encore, moi, il me semble que Trump a tout intérêt à laisser les uns et les autres parler, s'agiter, afficher leur position. Là aussi, je reprends la comparaison avec De Gaulle. Si on écoutait les partisans de l'Algérie française qui ramènent De Gaulle au pouvoir, et après tout, Netanyahou peut toujours dire j'ai ramené Trump au pouvoir. La comparaison vaut ce qu'elle vaut. Hein, et, il est 1h du matin au Salvador, donc je sais pas qu'on me pardonnera cette comparaison osée, mais voilà, l'Algérie était française pour toujours, etc. Bon, on a vu que ça s'est passé autrement. Donc moi, je serais effectivement un partisan d'une solution très dure en Palestine, entre Israël et la Palestine. Je serais prudent parce que personne ne peut dire ce que Trump va faire. Et encore une fois, la ligne d'analyse qu'il faut avoir, c'est il a peu de temps devant lui pour des raisons biologiques, pour des raisons évidentes, et donc parce qu'il a un mandat seulement de 4 ans et que c'est son dernier mandat, et il le sait, et donc il va aller à l'essentiel. Donc il peut pas se perdre dans des méandres ou passer énormément de temps. Alors je dis ça, ça va avoir des conséquences aussi pour l'Europe. Parce que je pense que tous les Macron, tous les Scholz qui ont largement traité Trump par le mépris ou dit que c'était impossible, qu'il n'allait pas avoir à gouverner avec lui comme président des États-Unis, je pense que ils seront reçus par le vice-président. Voilà, si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, ils iront se faire voir. Moi, je pense qu'il va se concentrer sur effectivement Poutine, Xi Jinping, quelques grands de ce monde. Il va se concentrer sur la politique intérieure américaine. Je pense sur l'économie énormément. Pour être sûr, je pense que les réductions d'impôts, je pense que un certain nombre de mesures essentielles. J'ai fait un article hier qui est paru ce matin dans le Courrier pour dire il est en train de recréer une majorité politique correspondant au monde des actifs. Et ce monde des actifs, ce sont des classes moyennes un peu précarisées, mais ce sont aussi les classes moyennes des latinos, des noirs et des asiatiques. Et c'est le monde ouvrier aussi. Et ce qui reste de monde ouvrier aux États-Unis. Et en particulier, les ouvriers latinos ont voté pour lui massivement. Donc, je pense qu'il va se concentrer sur ce qui lui importe, c'est-à-dire refaire un tissu social américain. Et puis, par ailleurs, il l'a dit dans son discours de victoire, il a dit qu'il était là pour faire la paix. On va voir. Hein. Est-ce que, oui, comme toujours, la question c'est la paix, mais à quel prix? C'est le prix, toute la question est là. Est-ce que tu penses que, au fond, c'est le débat qu'il y a en Europe en ce moment, dont tu es loin,
est-ce que tu penses que l'Union européenne est en mesure de réagir? Est-ce que tu penses qu'au fond, la victoire de Trump va renforcer ou bien est-ce qu'elle va affaiblir l'Union européenne? Alors, on prête à Trump ce propos d'avoir dit, moi, quand on me parle de l'Europe, je pense à Viktor Orban. Donc, je pense que ça en dit long sur le peu de considération qu'il a pour l'Union européenne. Il n'a plus de respect pour Macron. Alors, j'entends bien, mais est-ce que ce n'est pas de nature à renforcer l'intégration européenne et à donner une espèce de coup de fouet aux institutions européennes qui se disent nous sommes en danger si nous ne réagissons pas? Ils ne l'ont pas fait entre 2016 et 2020, alors que la situation était quand même meilleure, économiquement parlant. Pourquoi le ferait-il maintenant? Moi, je suis très sceptique. Je pense qu'au contraire, ça va accélérer une forme de désintégration de l'Union européenne. Surtout qu'il va, il va vraisemblablement jouer de ces silences, de laisser les uns s'affronter avec les autres. On va vers des élections en Allemagne. Bon, l'Allemagne ne va pas bien visiblement. Le débat posé par Lindner est intéressant en soi. C'est celui de l'avenir des entreprises de taille intermédiaire en Allemagne et qui sont très menacées. Donc, moi je pense qu'il va y avoir une politique de clientèle, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur Orban, il va s'appuyer sur Meloni, il aura peut-être un ou deux autres favoris, et ça va créer encore plus de divisions. Alors, si Merz était élu chancelier, mais Merz, c'est un globaliste, hein, c'est pas un trumpiste. Ça va être compliqué pour tout le monde. Mais oui, mais la question c'est face à une politique protectionniste américaine agressive, est-ce que l'Union européenne va se dire on ne peut affronter cette politique létale, parce qu'on voit bien l'industrie allemande commence à être en grande difficulté, on ne peut affronter cette politique que par une intégration européenne, ou bien ce qu'ils vont dire, ce que les Européens vont dire, chacun négocie dans son coin des arrangements avec les États-Unis, et l'Union ne sert plus à rien. C'est ça la question. Pour que ça fonctionne comme tu dis, il faudrait changer de pied avec la Russie. Parce que si ça se ferme du côté américain, il faut retrouver le gaz russe bon marché, si tant est qu'on puisse le retrouver. Mais c'est pas ça qui va se passer. Donc je pense que ça va complètement bouleverser la donne. Et moi, je vois plutôt une Union européenne affaiblie. Bon, l'avenir nous le dira. Je te laisse te coucher et puis de toute façon, on Merci. te retrouvera au cours de la semaine. Merci Édouard, Voilà. bonne nuit. À bientôt. Merci, Eric.